Bienvenue sur Zoom In. On entend beaucoup parler de l'Inde Oui, comme la prochaine superpuissance économique mondiale. C'est une image, séduisante. Mm. D'autant plus que l'Inde est devenue la nation la plus peuplée du monde. Est-ce vraiment le cas? alors c'est une question complexe. L'Inde a effectivement connu une croissance économique importante ces dernières décennies. Mais si on regarde le PIB par habitant, on voit une réalité un petit peu différente. Ah oui, c'est vrai. Vous avez mentionné que le PIB par habitant de l'Inde est inférieur à celui de nombreux pays voisins, Oui, même le Vietnam. exactement. C'est assez surprenant quand on pense à la taille de l'économie indienne. Oui, le PIB global, ça peut donner une fausse impression de prospérité. En réalité, le niveau de vie moyen en Inde reste bas, comparé à d'autres pays. Et même cette mesure, le PIB par habitant, ne reflète pas l'énorme fossé entre les riches et les pauvres. Vous parlez de la concentration de la richesse entre les mains de la classe milliardaire indienne. Tout à fait. Figurez-vous que les milliardaires indiens détiennent entre 26 et 28% de la richesse nationale. C'est une disparité frappante qui fausse complètement la perception de la superpuissance économique. C'est énorme. On parle de quelques individus qui contrôlent une part gigantesque de l'économie. Oui, Cela doit forcément avoir un impact sur le reste de la population. absolument. Lorsque la richesse est concentrée de la sorte, cela crée des inégalités profondes. Et si on regarde des indicateurs de développement humain, comme l'alphabétisation, la faim, ou la malnutrition infantile, l'Inde est à la traîne, même derrière le Pakistan sur certains points. Donc on a d'un côté cette image d'une Inde conquérante sur le plan économique, et de l'autre une réalité sociale beaucoup plus sombre pour une grande partie de la population. C'est bien cela. Il faut donc être prudent, avec les discours simplistes. Sur l'ascension économique de l'Inde, il est essentiel d'analyser la situation dans sa complexité. Et d'ailleurs, on ne peut pas ignorer l'attrait que l'Inde exerce sur les investisseurs étrangers. Les rendements boursiers y ont été extraordinaires ces 3 dernières décennies, dépassant même ceux de la Chine. Oui, c'est un élément important à prendre en compte. Cet engouement pour les marchés financiers indiens contribue à alimenter le récit de la superpuissance. Mais la question est de savoir qui profite réellement de ces gains. C'est vrai. On peut se demander si cette croissance profite à l'ensemble de la population, ou seulement à une élite. Vous avez évoqué un contraste saisissant entre l'essor de la classe milliardaire et la stagnation des salaires de nombreux travailleurs indiens. Oui, c'est un phénomène inquiétant. Alors que certains secteurs comme la technologie connaissent une croissance fulgurante, une grande partie de la population active reste piégée, dans des emplois précaires et mal rémunérés. Et qu'en est-il du secteur industriel? L'Inde est souvent présentée comme une future puissance manufacturière. Oui, mais vous avez relevé une contradiction. La part de l'industrie dans le PIB indien a diminué ces dernières années. C'est un paradoxe apparent. Alors qu'on pourrait s'attendre à ce que l'industrie se développe dans un pays, disons, en développement, l'Inde semble suivre une trajectoire différente. Certains économistes suggèrent que l'Inde pourrait sauter l'étape de l'industrialisation et se concentrer sur les services. Est-ce une hypothèse réaliste? C'est une question débattue. Il est vrai que l'Inde a un certain succès dans les services haut de gamme, notamment dans l'informatique et la finance. Mais il est important de nuancer ce tableau. Oui, vous avez mentionné que ces emplois sont souvent liés à des entreprises étrangères, ce qui soulève des questions de souveraineté. Précisément. De plus, les services bas de gamme, qui représentent la majorité des emplois dans ce secteur, sont souvent mal payés et peu stables. Donc, l'idée d'une économie indienne reposant uniquement sur les services est peut-être un peu simpliste. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est essentiel de se pencher sur les autres secteurs clés de l'économie indienne, et notamment sur l'agriculture. Justement, parlons de l'agriculture. Malgré une population majoritairement rurale, l'Inde a un niveau de sécurité alimentaire étonnamment bas. Comment l'expliquer? C'est une question cruciale. L'Inde a fait des progrès importants en matière de production alimentaire, depuis son indépendance. Mais elle est toujours confrontée à des défis importants. Vous avez parlé des difficultés rencontrées par les agriculteurs indiens, la stagnation des prix, la hausse des coûts de production et la pression des lobbies urbains. Tout à fait. Le paysan indien est pris dans un étau, malgré son rôle vital pour l'économie du pays. Il est souvent marginalisé et oublié des politiques publiques. D'ailleurs, on se souvient des importantes manifestations d'agriculteurs qui ont eu lieu récemment. Pourriez-vous nous rappeler les enjeux de ces mobilisations? Ces manifestations massives, qui ont duré plus d'1 an, étaient une réaction à la tentative du gouvernement de libéraliser le marché agricole. Les agriculteurs craignaient que ces réformes ne les fragilisent davantage face aux grandes entreprises. On comprend donc que la situation de l'agriculture indienne est complexe.
et qu'elle mérite une attention particulière, si l'on veut avoir une vision complète de l'avenir économique du pays. Absolument. Ces manifestations ont vraiment mis en lumière les tensions entre un modèle de développement axé sur la croissance et puis les besoins d'une population rurale souvent laissée pour compte. Et on imagine que la mondialisation a également un impact sur l'agriculture indienne. Les agriculteurs sont-ils intégrés aux marchés mondiaux? Alors, l'Inde exporte certains produits agricoles, mais elle reste confrontée à des obstacles importants, notamment en termes de normes sanitaires et phytosanitaires. De plus, les subventions accordées aux agriculteurs des pays développés faussent la concurrence et pénalisent les paysans indiens. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. On encourage l'ouverture des marchés. Mais les règles du jeu ne sont pas équitables pour tous. Exactement. L'agriculture indienne se trouve à la croisée des chemins, confrontée à des défis internes et externes. Il est crucial de trouver des solutions innovantes pour soutenir les petits exploitants, investir dans la recherche agronomique et promouvoir des pratiques agricoles durables. On a beaucoup parlé des difficultés, mais il faut aussi reconnaître les atouts de l'Inde. Vous avez mentionné l'importance du secteur manufacturier. Pourrait-il offrir une alternative aux paysans en difficulté? Le développement d'un secteur industriel dynamique pourrait créer des emplois et absorber une partie de la main-d'œuvre agricole excédentaire. Mais l'Inde doit relever plusieurs défis pour devenir une puissance industrielle. On pense notamment à la concurrence des pays à bas salaire. Oui, l'Inde doit trouver un positionnement stratégique sur les marchés mondiaux. Elle ne peut pas se contenter d'être une plateforme de production à bas coût. Il est nécessaire de miser sur la qualité, l'innovation et la montée en gamme. Cela implique un rôle actif de l'État, n'est-ce pas? Absolument. L'État doit investir dans les infrastructures, la formation professionnelle et la recherche et développement. Il doit également mettre en place des politiques industrielles ambitieuses et ciblées. Vous avez aussi évoqué les enjeux de la souveraineté numérique. L'Inde est-elle dépendante des technologies étrangères? L'Inde a connu un essor fulgurant dans le domaine des technologies de l'information, mais elle reste fortement dépendante des entreprises américaines, notamment dans le secteur des réseaux sociaux et des plateformes numériques. Et c'est un problème pour l'Inde. Oui, cette dépendance technologique présente des risques en termes de sécurité nationale, de protection des données et de liberté d'expression. Que veut faire l'Inde pour renforcer sa souveraineté numérique? Il est crucial de soutenir le développement d'un écosystème numérique national, d'investir dans la recherche et l'innovation, et de mettre en place des réglementations qui protègent les intérêts indiens. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle et de son impact sur l'emploi. Est-ce une menace pour l'Inde? L'automatisation et l'intelligence artificielle pourraient transformer en profondeur le marché du travail en Inde. Oui, On imagine que les emplois peu qualifiés sont les plus menacés. oui. Mais l'impact pourrait s'étendre à des secteurs plus qualifiés, comme les services financiers ou la programmation informatique. Quelles sont les solutions pour anticiper ces mutations nées? Il est essentiel d'investir dans l'éducation et la formation continue pour adapter les compétences. De la main-d'œuvre aux besoins de l'économie numérique. Il faut également réfléchir à des mécanismes de redistribution des richesses pour garantir un niveau de vie décent. À tous. Vous nous avez brossé un tableau complet et nuancé de la situation économique de l'Inde. On a vu les défis, mais aussi les opportunités. L'Inde est un pays en pleine transformation, avec un potentiel énorme. L'avenir dépendra de la capacité du gouvernement et de la société indienne à faire les bons choix. Pour conclure notre discussion sur l'avenir économique de l'Inde, une question essentielle se pose. Quel modèle de développement l'Inde doit-elle suivre? C'est une question cruciale qui se pose à tous les pays émergents. L'Inde doit trouver sa propre voie en tenant compte de ses atouts et de ses défis spécifiques. On a souvent comparé le modèle chinois, basé sur l'industrie lourde et les exportations, au modèle indien, plus axé sur les services et la consommation intérieure. Oui, ces deux modèles ont leurs forces et leurs faiblesses. La Chine a connu une croissance spectaculaire grâce à son industrialisation rapide. Mais elle est confrontée à des problèmes de pollution, d'inégalité et de dépendance au marché extérieur. L'Inde, de son côté, a misé sur un développement plus équilibré. Mais elle doit créer davantage d'emplois et améliorer sa productivité. Alors, quelle est la solution pour l'Inde? Il n'existe pas de formule magique. L'Inde doit trouver un juste équilibre entre l'industrie et les services, entre la croissance et la redistribution des richesses, entre l'ouverture aux marchés mondiaux et la protection de ses intérêts nationaux. Ce qui est sûr, c'est que l'Inde ne peut pas se permettre de rester à la traîne dans la course au développement. Absolument. L'Inde a un potentiel énorme, mais elle doit agir vite et intelligemment pour le réaliser.
Merci beaucoup pour cette analyse éclairante. Vous avez donné beaucoup de matière à réflexion sur l'avenir de l'Inde, un pays qui jouera un rôle majeur dans le monde de demain. Merci à vous pour l'invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cette exploration de la réalité économique de l'Inde vous a captivé. Si le récit de la superpuissance est incomplet, quelles autres visions pour l'avenir de l'Inde pouvez-vous imaginer? À bientôt pour une nouvelle découverte.